Bonjour et bienvenue dans cette première émission Roquefort et Nutri-Score. Nous avons la chance d'être dans une des anciennes caves d'affinage de Roquefort, à Roquefort-sur-Soulzon, dans le sud Aveyron. On est donc dans le périmètre d'affinage du fromage de Roquefort et dans le berceau de ce fromage emblématique de la gastronomie française. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous parler bien sûr de Roquefort, du fromage et de son terroir, mais on va aussi parler du Nutri-Score. Le Nutri-Score, on l'a tous croisé dans les produits alimentaires que l'on a achetés quand on fait nos courses, tout simplement. Si je vous montre ce petit Roquefort, je pense que vous reconnaîtrez ce petit logo à quelques lettres qui va de A à E. Le Nutri-Score, c'est en fait un étiquetage qui pourrait devenir obligatoire sur les produits alimentaires préemballés à partir de 2022. C'est un projet, pour le moment, ça n'est pas encore posé. Et ce Nutri-Score donne une note à nos produits alimentaires de A à E en fonction de leur teneur en matière grasse, en sel et en sucre, et ce, sur une portion de 100 grammes. Alors, on le sait, c'est vrai, notre mode de consommation évolue. Nous veillons de plus en plus à la manière dont nous mangeons. On veut manger local, on veut manger de qualité, on veut manger équilibré. Et le Nutri-Score semble être tout à fait louable dans sa démarche, puisque l'objectif est d'informer les consommateurs. Toutefois, il pose question, notamment pour les produits traditionnels de nos terroirs comme le Roquefort. Le Roquefort, c'est un fromage qui a peu d'ingrédients, qui a un cahier des charges AOP très strict depuis 1925. C'est d'ailleurs le premier produit de France à avoir reçu l'AOP. Et c'est donc un produit très, très peu transformé. Et pourtant, celui-ci se retrouve avec la note de E au Nutri-Score, la moins bonne note. Alors du coup, on est ici pour en parler. Je suis entourée de 3 messieurs, comme vous le voyez. Je suis avec Laurent Riotor. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc vous êtes géographe rural, professeur à l'université de Clermont-Ferrand, et aussi, alors là je prends mes notes, vous êtes directeur de l'Institut Auvergne-Rhône-Alpes du développement du territoire. C'est exact, exactement. Voilà. Merci d'être avec nous. On va parler territoire surtout à vos côtés. Avec nous, on a aussi Jérôme Faramond. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Alors vous êtes éleveur avant tout, mais aussi représentant des éleveurs de la Confédération de Roquefort et vice-président de cette confédération. Oui, tout à fait, c'est ça. Je représente l'ensemble des éleveurs qui se sont engagés dans la démarche AOP. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, nous avons Bernard Roch. Bonjour Bernard. Bonjour. Et vous êtes affineur. Affineur dans les caves naturelles de Roquefort. D'accord, vous êtes un peu l'orfèvre dans ces lieux magiques où on a la chance d'être aujourd'hui pour cette émission. Je le redis parce que c'est vraiment un cadre magnifique. Alors du coup, peut-être on pourrait commencer par rappeler ce qu'est le Roquefort. Selon vous, Bernard, comment vous décririez ce fromage? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi spécial? Alors pour moi, le Roquefort est très spécial parce que bien sûr, déjà, c'est du lait de brebis, du lait à l'état cru. Donc déjà, on a toutes les saveurs qui restent dans le fromage. Ensuite, d'après une bonne fabrication, il va être affiné dans des caves naturelles, ventilé naturellement par des fleurines. Autrement dit, tout ce qu'il garde, on travaille vraiment avec la nature, quoi. Vraiment, c'est un produit complètement naturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient son aspect persillé? Alors, l'aspect persillé vient du bleu, du Penicillium roqueforti, qui est mis dans le lait au départ pour avoir une bonne répartition du bleu sur le fromage. Et c'est lui qui va donner toute la qualité organoleptique du Roquefort, autant le goût que l'onctuosité. Et c'est ce qui fait un peu toute sa spécificité. C'est ce qui fait toute sa spécificité, puisqu'il y a très 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 longtemps qu'on fait avec ce pénicillium, et c'est lui qui va donner justement les notes plus ou moins fortes, plus ou moins suaves du Roquefort. Et une des spécificités de ce fromage, Laurent, c'est qu'il est intimement lié à son territoire. Il y a une zone de production qui est assez petite finalement, puisque si on prend le rayon de collecte, il est de 100 km. La zone d'affinage, les caves, se trouve sur une surface de 2 km sur 300 mètres de large. Racontez-nous sur quel plan en fait, la production de ce fromage a transformé son territoire.
Je dirais qu'il y a un peu de dimension. C'est effectivement comme d'autres appellations d'origine protégée, ce produit, il est attaché à un ou à plusieurs terroirs d'ailleurs, mais en tout cas à un territoire fait par les femmes et les hommes de ce territoire, et ce depuis des siècles, en particulier pour ce fromage de Roquefort. Donc il y a un lien très direct avec le territoire, avec l'ère de production du lait de brebis, avec l'ère de transformation et d'affinage, où tous les savoir-faire des uns et des autres sont mobilisés. Donc il y a un lien très fort au territoire. Mais au-delà de ce lien, une filière comme celle du Roquefort, elle contribue aussi à, je dirais, à un projet de développement pour le territoire. Parce que tous ces acteurs, et à commencer bien sûr par tous les éleveurs, mais en allant jusqu'aux industriels, aux transporteurs de fromage, enfin, toute cette filière, elle crée de la vie sociale dans le territoire, de la vie économique, elle entretient un espace, elle a un rôle aussi pour maintenir des paysages, une biodiversité, donc c'est tout un développement territorial pour le coup qui est lié à cette filière. Et puis je dirais qu'il y a un petit plus, c'est qu'il faut aussi que tous ces acteurs ils s'entendent entre eux, qu'ils s'organisent entre eux. Et ce qui est la force de cette filière, c'est pas la seule, mais la force d'une filière AOP, c'est la dynamique collective qui entraîne finalement, qui est toujours à recommencer, c'est jamais fini, mais depuis un siècle quasiment, cette dynamique collective elle est là, et je crois que on peut pas imaginer un développement d'un territoire sans dynamique collective et sans un produit spécifique. Il y a 3 piliers finalement, le produit spécifique, la dynamique collective, et puis le projet global de développement d'un territoire rural. Alors de nombreux impacts positifs, vous le disiez, l'élevage transforme le paysage de nos côtes, il y a une vraie identité collective, un tissage économique fort, on est quand même à près de 2000 emplois directs pour la filière Roquefort, plus de 3500 éleveurs et éleveuses de brebis qui travaillent pour la filière. Est-ce que Jérôme, vous avez envie de rebondir sur ce que dit Laurent? Est-ce que vous la ressentez en tant qu'éleveur et au cœur de cette filière, cette dynamique collective dont il parle? Ah oui, c'est clair, c'est une dynamique collective, mais ça rayonne réellement sur l'économie du territoire. Alors là, on est sur les emplois directs, vous évoquez cela, mais il y a les emplois indirects issus de l'activité d'éleveur avec bien sûr l'achat de matériel et ce type-là de produits qui fait vivre tout un maillage et qui fait un maillage du territoire. Et j'ai bu les paroles de Laurent parce que vraiment c'est magnifique de vérité. C'est vraiment une vie locale, c'est comme des abeilles, tout le monde travaille autour du Roquefort et œuvre à ce que ça continue demain avec le collectif qui est au centre des débats. Alors justement, nous, on est allé à la rencontre d'une de ces abeilles, comme vous dites. On est allé à la rencontre d'une éleveuse de brebis qui s'appelle Léa Parsi et qui produit du lait pour la production de Roquefort. Elle est éleveuse sur le plateau du Larzac et je vous propose d'aller à sa rencontre tout de suite. Je m'appelle Léa Parsi. J'ai 29 ans, on est à la ferme où mes parents sont arrivés dans la fin des années 70. Je travaille avec mon père et mon conjoint et on produit du lait pour Roquefort. Il y a à peu près 680 brebis laitières et après on a un petit troupeau de renouvellement d'Agnelle avec 250 bêtes. J'aime mon métier déjà pour le cadre, le Larzac, c'est ça qui me plaît, c'est très particulier. On est un peu amoureux de ces paysages. J'aime bien travailler avec les brebis et voilà, le fait d'être autonome, de gérer notre entreprise nous-mêmes, c'est une liberté qui nous plaît beaucoup. C'est une fierté d'avoir repris derrière mon papa. La qualité du lait, elle va surtout passer par l'alimentation. Donc ici sur l'Écosse, on a une alimentation surtout sèche. Comme ici les parcours ou du foin qu'on va faire sécher et presser en botte. Donc ici ça paraît tout sec et tout mort, mais en fait c'est ça qui va faire que le lait sera bien gras. Élever des brebis ici c'est fait pour, et le fromage de Roquefort il ne pourrait pas être fait ailleurs. C'est vraiment cette découverte, ces failles qui ont fait que le fromage est comme il est. Et pour moi c'est indissociable le COS, ce fromage-là et les brebis. On s'aperçoit que les brebis façonnent vraiment le paysage parce que quand on voit des photos d'il y a 30 ans, les zones où les brebis n'accèdent pas, c'est tout envahi par la végétation. Donc le Larzac qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les brebis dessus.
Voilà, alors la fabrication du Roquefort, ça commence par le lait et donc par l'élevage. Peut-être Jérôme, est-ce que vous pourriez nous parler du cahier des charges AOP? Qu'est-ce qui fait la qualité du lait et donc du fromage? Mais c'est le lien au terroir, bien sûr. Donc, c'est les engagements des producteurs à avoir une race locale. Déjà, c'est la première des choses. C'est une race qui est issue de notre territoire, la race Laconne. Et c'est un engagement aussi en termes d'alimentation. Déjà, on doit faire pâturer les brebis. Léa l'a très bien dit, c'est vraiment le pâturage est obligatoire dans notre cahier des charges, mais on n'a fait qu'écrire ce qui est fait depuis des années, et des années, j'ai envie de dire, les brebis vont pâturer. Donc ça, c'est écrit dans le marbre, et une évidence pour nous. Et après, l'autre point, c'est qu'on s'engage à donner, pour 80%, l'alimentation vient du territoire et même de la ferme. C'est au-delà du territoire, c'est de la ferme. Donc tout ça fait qu'effectivement, c'est un engagement, c'est un lien à la terre, c'est un lien au territoire, et c'est la vie du territoire qui est là. Alors Bernard Roch, vous êtes affineur, je le rappelle. C'est vous qui transformez cette matière, enfin pas directement, mais vous faites partie de la suite des rouages du Roquefort. Léa parle d'un lait bien gras. Alors le gras, c'est un mot qui fait peur par les temps qui courent, notamment quand justement on fait face à de nouveaux repères d'alimentation comme le Nutri-Score. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la teneur en matière grasse du lait est importante pour la fabrication du Roquefort? Alors, le gras, bien sûr, fait peur, c'est sûr. Mais forcément, on a besoin du lait de brebis et du lait de brebis, justement, avec toutes ses valeurs, pour faire un bon lait. Donc, et avec ce bon lait, c'est avec ce bon lait qu'on va faire un bon Roquefort. Si on n'a pas ce bon lait avec toutes les valeurs qu'il a, on ne fera pas un bon Roquefort. Léa en parlait tout à l'heure avec le territoire, c'est exactement pareil avec le lait. Le territoire, c'est hyper important pour ça, justement, parce qu'il a une valeur ajoutée supérieur au lait. Et ce fromage, il a aussi un rapport au temps qui est particulier, puisque déjà c'est un fromage qui est ancestral. J'ai lu quelque part que même avant les années 400, on en retrouve des traces dans l'histoire, donc il est là dans le temps depuis très longtemps, mais il a aussi un rapport au temps dans sa fabrication. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'importance de la lenteur du processus pour l'affinage? Alors le Roquefort est un affinage qui est très long, bien sûr, puisqu'il est en moyenne, on va dire, à 7-8 mois, en sachant qu'on suit tout simplement la production des brebis, puisque les brebis produisent de décembre à juillet, et nous, du coup, on fabrique de décembre à juillet. Donc ensuite, à partir de là, à partir du moment où on a fabriqué le lait, il va en laiterie, où il va rester 7 jours. Ensuite, il va venir en cave, où il va rester entre 14 et 25 jours. Et on voit des images de caves en même temps, je me permets de vous couper pour le signaler. C'est votre collègue Jacques là, qui est affineur dans les mêmes caves. Voilà, on découvre un peu votre univers. Pardon, je vous ai coupé, je vous laisse reprendre votre explication. C'est mon univers où je vis très très bien là-dessus, puisque c'est un univers tout à fait naturel et tout à fait... vraiment, c'est très 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 intéressant. Donc du coup, je poursuis avec l'affinage. Du coup, les fromages vont passer en cave, et c'est là qu'ils vont gagner toute leur richesse. C'est-à-dire qu'ils arrivent, le pénicillium n'a pas encore commencé à travailler. On les a transpercés de part en part pour donner l'air au pénicillium, justement pour que l'affinage commence. Et avec cet air, le pénicillium va absorber l'oxygène, rejeter le gaz carbonique par ses cheminées. Et du coup, l'affinage va commencer. Donc c'est là que tout doucement, tranquillement, entre 14 et 25 jours, il va arriver à bien se développer. Alors on aura la présentation définitive au bout de ces 14 à 25 jours. Par contre, on n'aura pas ni le goût ni l'onctuosité. Le goût et l'onctuosité vont venir ensuite en maturation, puisque les fromages à partir de là vont être pliés, envoyés en salle de maturation, où là, au fil du temps, ils vont gagner le goût et l'onctuosité. Donc, à partir du moment où le fromage est moulé et le moment où on peut le déguster, il y a combien de temps? L'AOP dit minimum 3 mois, mais même à 3 mois, encore, on a un fromage qui est relativement jeune. Donc, en réalité, on attend plutôt 4-5 mois pour être sûr d'avoir vraiment les bons goûts, la bonne onctuosité, et pour avoir vraiment un bon fromage. Merci Bernard pour ces précisions. Je continue sur le rapport au temps, mais cette fois en me tournant vers vous, Laurent, puisque justement, je voulais vous demander comment un fromage comme le Roquefort, qui est le fruit d'une si longue et riche histoire, peut faire face à son temps et à des moyens, des manières de consommer qui évoluent et puis qui sont de plus en plus codifiées aussi, peut-être comme par exemple avec le Nutri-Score qui débarque sur nos produits alimentaires.
Oui, alors c'est vrai que c'est un produit qui s'est inscrit dans le temps et qui repose encore une fois sur ce cahier des charges. Hein, et donc, ce cahier des charges, il donne déjà beaucoup d'informations sur le produit. Et puis, il y a cette philosophie des produits de terroir, des produits de qualité de terroir, qui est celle des usages, comme on dit, bons, loyaux et constants. Donc, je dirais qu'il y a d'une part ces usages qui perdurent, ces savoir-faire qui existent dans ces terroirs. Et puis, il faut toujours, et c'est là où la force de la dynamique collective est importante, il faut s'adapter au marché qui évolue, il faut s'adapter aux demandes aussi des consommateurs. Voilà, il y a un besoin d'adaptation, mais je dis en restant sur cette idée qu'on va garder quelque chose de loyal et de constant dans la philosophie du produit. Et c'est ça qui peut un peu perturber, c'est de dire on va rajouter quelque chose qui finalement arrive un peu en porte-à-faux par rapport à ces usages reconnus par la loi par ailleurs, hein, et par un État qui à un moment par la loi décide et d'accorder une appellation comme celle du Roquefort, et puis un élément qui vient se surajouter et qui donc on comprend une partie de la logique, mais je dirais elle est un peu contradictoire avec cette fidélité finalement, fidélité à nos anciens, hein, moi j'aime bien ce terme, nos anciens qui ont fait ce produit. Alors, on peut s'adapter, on peut travailler. Moi qui suis dans le champ de la recherche, je sais que j'ai des collègues qui travaillent en laboratoire sur la teneur en sel, etc. Mais il faut rester sur ces usages loyaux et constants, parce que c'est eux qui font le produit de terroir, finalement. Donc ce que vous nous dites, c'est que tant qu'on défend l'âme de ce produit, finalement, quelles que soient les contraintes qu'il va traverser, il résistera. Oui, voilà. Et puis j'ajouterai un deuxième élément, parce qu'on l'a évoqué avant. On peut comprendre qu'il y ait une interrogation à un moment sur la teneur en matière grasse, en sel, pourquoi pas. Mais en fait, ce qui fait la qualité d'un produit, ce qui fait la qualité même d'un territoire, c'est toujours multicritère. Et effectivement, retenir qu'un seul critère, c'est peut-être en mettre un peu sous le silence finalement d'autres éléments. Je parlais de biodiversité tout à l'heure, je parlais il y a d'autres critères aussi sur finalement les revenus que peuvent obtenir des éleveurs, leur qualité de vie aussi, ou la qualité de vie dans les caves. Il y a plein d'éléments qui font la qualité d'un produit et la qualité d'un terroir et d'un territoire. Eh bien moi, je vous propose de découvrir la réaction de Léa Parsi face au Nutri-Score qui nous a dit comment elle se sentait, elle, en tant qu'éleveuse, productrice de lait pour le Roquefort, face à ce nouvel étiquetage. Pour moi, le Nutri-Score, on a l'impression d'avoir une mauvaise note comme à l'école parce qu'on respecte un cahier des charges assez strict. On fait attention à l'alimentation de nos bêtes, on valorise un territoire par cette agriculture et on ne pense pas mériter cette note-là, surtout avec un produit, il y a quoi, 3 ingrédients dans le Roquefort, est-ce que vraiment ça mérite cette note-là? Pour moi, ça part d'un bon sentiment. Par exemple, pour les produits hyper transformés, les plats préparés, c'est bien d'informer les gens sur ce qu'ils vont manger. Mais voilà, je ne crois pas que ça s'adapte à des produits du terroir et très peu transformés. Il faudrait que ce soit plus adaptable à tous les différents produits. Par exemple, pour le Roquefort, on ne va pas changer la méthode de production et de fabrication. Pour avoir une meilleure note, ce sera plus du Roquefort. Donc il y a des produits qui ne pourront pas changer leur recette et ils sont quand même pénalisés par une mauvaise note. J'espère que les gens ne s'arrêteront pas à un étiquetage et qu'ils continueront de manger du Roquefort et du fromage en général. Jérôme Faramond, vous qui êtes le représentant des éleveurs de la filière Roquefort, est-ce que vous avez envie de rebondir sur les propos de Léa? On s'inscrit pleinement, et elle a parlé, j'ai envie de dire, au nom de tous les producteurs par ces paroles-là. On se sent mal noté, on comprend pas, on a du mal à encaisser, j'ai envie de dire, parce que c'est totalement injuste comme notation.
on oublie beaucoup de valeurs, et Laurent l'a dit, sous le chapeau, on parle matière grasse, sel, mais les valeurs nutritives d'un bon lait cru mis en œuvre entier, parce qu'il est entier, mais ça veut dire quoi? Qu'il faut l'écrémer, il faut mettre des conservateurs dedans, comment il faut faire? Non, ça c'est pas les nôtres de valeurs. Nous, on l'a dit, on le répète, c'est le terroir, c'est la nature, c'est voilà, c'est le lien à la nature qui fait que on adhère à ce produit-là, qu'on est fier de se lever tous les matins pour aller traire. C'est ça qui nous anime aussi, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on ne comprend pas comment on peut être jugé sur un critère comme le Nutri-Score, qui a un regard vraiment très partiel, mais même au niveau nutritionnel, il est très partiel, et d'être mal noté sur cette base-là. Le consommateur, à mon sens, on le perd. Voilà, il me semble. Et aujourd'hui, quelle est votre demande au niveau de la Confédération de Roquefort? Quelle est la demande de la filière face au Nutri-Score? Elle est évidente, ça ne peut être que l'exemption par rapport à ce Nutri-Score comme il est écrit, parce qu'on ne peut pas adhérer à ce schéma-là, on ne peut pas évoluer. Historiquement, le Nutri-Score a été fait pour permettre aux aliments ultra transformés d'évoluer et de s'adapter. Nous, on a un cahier des charges qui est, à mon avis, tout à fait louable, qui n'a pas lieu, pour les différentes raisons qu'on a expliquées, d'évoluer, et qui ne pourra pas évoluer, Laurent l'a expliqué. Comment on peut s'adapter à un Nutri-Score? Nous, on ne peut pas, c'est pas possible. Et vous, Bernard, comment vous le ressentez, ce Nutri-Score? Je vais vous prendre un exemple tout simple, c'est le sel. Le sel, actuellement, forcément, il y a du sel sur le Roquefort, vous le savez, tout le monde le sait, et c'est du sel qu'on a besoin. On a absolument besoin de ce sel pour l'affinage. Si un jour on veut rechercher à rebaisser, on a énormément baissé, mais si on veut encore continuer de baisser, on sera obligé d'arrêter d'affiner en cave naturelle parce que ce ne sera plus possible. On n'aura plus assez de température. Attention, il y a deux choses pour affiner un bon Roquefort, c'est le sel et le froid. Donc au bout d'un moment, si on baisse trop le sel, il faut baisser la température aussi. On a des caves complètement naturelles, donc on ne peut pas plus baisser la température, donc au bout d'un moment, on est complètement coincé. Et puis surtout, vous avez un cahier des charges AOP où vous ne pouvez pas transformer votre mode de fabrication. Donc vous êtes bloqué dans votre recette. Ah oui, on est complètement bloqué dans la recette, tout à fait, oui. Et Laurent, selon vous, quels seraient les impacts pour la filière justement et sur le territoire en général si le Nutri-Score était imposé au Roquefort? C'est toujours difficile de faire de la prospective, mais on voit bien en tout cas que j'allais dire les connaissances, l'éducation finalement des consommateurs est quelque chose de parfois un peu volatile, hein, et on a des nouvelles générations, parfois le lien au territoire d'une certaine façon c'est un peu perdu aussi dans nos grandes métropoles par exemple, et donc c'est vrai qu'un message peut être reçu peut-être y compris par de nouvelles générations d'une façon voilà peut-être incomplète, hein, par rapport aux produits, et peut repousser certains consommateurs. Alors voilà, je n'ai pas l'expertise pour faire de la prospective économique sur ce sujet-là, mais en tout cas, je pense que s'il doit y avoir des évolutions un peu négatives par rapport à la consommation, ce que je peux dire par contre, c'est que ça a des conséquences énormes sur le territoire, hein, et un recul de l'élevage, de toute l'économie qui est autour de l'élevage aurait des conséquences importantes pour un territoire. Et ça, je ne l'ai pas dit, mais un territoire qui est déjà assez sensible, qui est assez fragile, hein. On est sur ces plateaux du sud du Massif central qui ont des climats souvent rudes, hein. Les vieux textes qui parlent du Roquefort évoquent ces territoires où poussent ni cèpe, ni bled, hein, ni vigne, ni céréales, ni blé à l'époque. Donc c'est des territoires rudes, de faible densité aujourd'hui. Donc le Roquefort fait la vie de ce territoire. Alors on a parlé d'environnement, de nature, de biodiversité, de social, d'économie. N'oublions pas aussi toute la dimension culturelle, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un élément du patrimoine culturel de tous ces territoires. Donc tout est lié finalement, hein. C'est l'idée qu'on a vraiment un système qui lie tout, et que si une variable du système, une petite variable du système peut avoir des effets assez importants et problématiques pour un territoire qui est déjà un territoire sensible. Je préfère dire un territoire sensible qu'un territoire fragile, parce que la fragilité, ça peut un peu faire peur, mais je dis un territoire sensible parce que justement, comme une pellicule photographique, hein, la sensibilité d'une pellicule, c'est que quelques éléments peuvent finalement désorganiser tout un système.
Merci beaucoup Laurent Riotor pour votre éclairage et merci à tous d'être venus pour nous parler du Roquefort, de votre filière, de votre territoire. Ils sont indissociables. Vraiment, le fromage est lié à son identité territoriale, à ses causses, à ses brebis. Je vous propose de continuer de parler de Roquefort et de Nutri-Score dans une prochaine émission, cette fois sur le thème de l'équilibre alimentaire. Nous serons à la cuisine centrale de Millau avec Julien Egui, qui est le directeur de la cuisine centrale de Millau, justement. Nous serons également avec Sébastien Brasse, chef étoilé aveyronnais et un nutritionniste pour parler de Roquefort, de Nutri-Score et d'équilibre alimentaire. Cette émission est à retrouver en live sur Facebook le 2 novembre prochain. Je vous dis donc à bientôt et nous, on vous quitte avec une petite dégustation de Roquefort. Merci.